Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Laurent Petit, je suis en charge du marketing et du business développement chez Alphabet France. Et je suis là pour vous accueillir pour notre dernier webinaire de l'année 2023. Ne vous inquiétez pas, il y en aura aussi en 2024. Et on commencera très probablement, c'est pas très probablement, c'est déjà certain, par un webinaire sur la fiscalité du véhicule d'entreprise dans un environnement en plein changement et en pleine mutation, grâce à l'accompagnement que nous procure le législateur avec la loi d'orientation des mobilités, qui nous guide vers cette trajectoire jusqu'à 2035 et l'extinction des véhicules à propulsion de moteur avec les véhicules thermiques. C'est ça. Merci Raphaël. Aujourd'hui, on a décidé d'un nouveau format, un format moins scripté, mais qui va vous apporter des retours d'expérience de la part de nos invités aujourd'hui. Ce webinaire aujourd'hui s'oriente et principalement... Ce webinaire a pour thème de savoir si c'est la guerre dans les entreprises lorsqu'on met en place une mobilité plus durable entre les différents acteurs, les DRH, les DAF, les responsables des services généraux, les gestionnaires de flotte, comment est-ce que ça se passe. Et on va avoir aujourd'hui l'avantage d'être accompagné par deux invités, en plus d'un invité qui a l'habitude d'être là, mais je vais vous les présenter tout à l'heure. Je commence très rapidement par une présentation d'Alphabet France pour que vous puissiez nous resituer dans l'écosystème de la mobilité française. Alphabet France, c'est aujourd'hui l'accompagnement de plus de 103 000 conducteurs au quotidien. On vous accompagne dans votre mobilité, on accompagne vos collaborateurs dans leur mobilité au quotidien pour être certain qu'ils ne restent pas sur le bord de la route. On conseille plus de 30 000 clients à travers le monde. Nous avons une présence dans 36 pays et nous sommes spécialisés effectivement dans le monde de la mobilité et de plus en plus dans la mobilité durable depuis un peu plus de 26 ans. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné par trois personnes. Je suis accompagné tout d'abord par Sylvie. Je vais te laisser te présenter. Donc moi, je suis Sylvie Agege et je suis la responsable de la flotte automobile de la Française des Jeux. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres ? Bien sûr, Laurent, je peux le faire. La Française des Jeux, c'est environ 540 véhicules à la route, donc une flotte assez importante et qui va d'ailleurs croissant. Sur ces 540 véhicules, on a 70% de véhicules qui sont utilisés par des itinérants. Donc force commerciale terrain, leur encadrement, chef des ventes, responsable de secteur, et 30% de véhicules qui sont des cadres sédentaires, principalement basés à notre siège social à Boulogne-Billancourt. Absolument. Au niveau de l'énergie, peut-être ? Ouais. Allez, au niveau de l'énergie. Aujourd'hui, sur notre flotte totale de véhicules, on a déjà atteint le palier de 30% de véhicules électriques. Électriques 100% d'ailleurs, puisqu'on a également une flotte assez importante d'hybrides rechargeables. Mais je le dirai peut-être tout à l'heure, c'est une énergie qu'on ne va pas renouveler. Donc voilà, donc bon score et croissant aussi de 30% de véhicules électriques. Ouais, donc on voit bien que la volonté de la Française des Jeux et tout ça managé par Sylvie nous oriente vers une mobilité de plus en plus durable avec ce mix énergétique en pleine croissance. Je suis également accompagné par Bastien. Bastien, je te laisse te présenter également. Bonjour, Bastien Godert. Je suis le responsable achat de la catégorie Business Services. Donc Business Services, pour faire simple, c'est tout ce qui est hors production, en dehors du marketing et du commerce. Et donc dans mon périmètre d'achat, j'ai bien entendu la flotte automobile. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur la flotte ? Oui, la flotte automobile, alors, moi je m'occupe plus particulièrement des véhicules légers. Donc les véhicules légers chez Heineken France, c'est à peu près 1100 véhicules, avec un mix 50-50, 50% de véhicules particuliers et 50% de véhicules utilitaires. On a aussi toute une flotte de camions pour notre activité France Boisson, qui est hors de mon périmètre d'achat, donc je serai un peu moins pertinent pour vous en parler. Et donc nous, on est en l'occurrence beaucoup moins avancé que la Française des Jeux en termes d'électrification pour les véhicules légers, puisque pour les camions, c'est un projet qui a été initié d'un peu plus longue date. Aujourd'hui, on initie l'électrification de notre flotte de véhicules légers. Et donc, voilà, on a encore pas mal de travail sur ce sujet, pas mal d'interrogations, pas mal de débats en interne là-dessus. Merci beaucoup, Bastien. Et enfin, je suis accompagné de mon compère de toujours, Raphaël. Raphaël, présente-toi, s'il te plaît. Raphaël Almerge, toujours en charge de la formation commerciale chez Alphabet. Et tu remarqueras que j'ai mis mon pull. J'ai pas mis un pull de Noël. Hein. Celui-là, j'espère qu'il n'est pas trop moche. Pour bientôt. Pour bientôt. Mais en fait, pour deux raisons. D'abord, webinaire de fin d'année, webinaire enveloppé.
Et deuxièmement, je ne sais pas si tu as vu, mais en sortant, il y a un gros cumulonimbus qui menace. Donc, j'ai pas envie de prendre l'averse sur la tête. Je pensais même que tu allais mettre une salopette aujourd'hui. Exact. Ah, oui, mais comme tu es là, j'essaie d'être être un homme de goût quand même. Bravo. Merci à tous les trois de nous accompagner pendant ce webinaire. Je vais revenir sur une étude IFOP qu'on a réalisée pas plus tard qu'hier quasiment, pour vous donner quelques chiffres sur la mobilité des Français dans leur trajet quotidien domicile-travail. Et c'est ce qui les préoccupe au premier chef, c'est comment est-ce que je me rends au travail. Le premier chiffre, c'est qu'à aujourd'hui, ils nous disent que 75% d'entre eux utilisent encore leur voiture pour aller sur leur lieu de travail. Un peu moins vrai dans les grandes agglomérations de plus de 100 000 habitants, mais globalement, aujourd'hui, en France, on est encore 75% à prendre sa voiture pour aller au boulot. Deuxième chiffre, 90% d'entre eux disposent d'un véhicule thermique. Ça veut dire qu'il y en a quand même 10% qui ont déjà fait le pas vers un véhicule plug-in hybride ou un véhicule électrique. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle dans le cadre de ce qu'on va évoquer aujourd'hui, à savoir une mobilité plus durable avec des véhicules électriques qui vont permettre de mettre en œuvre ce genre de politique, mais pas que. Troisième chiffre, c'est que 9% ont un véhicule de fonction et 21% sont en véhicule électrique ou hybride, ce qui confirme encore l'intérêt des Français pour ces nouvelles énergies qui vont leur permettre d'émettre moins de CO2 au quotidien. Dernier point, eh bien, ils font en moyenne 18 km pour se rendre au bureau, ce qui est tout à fait à la portée aujourd'hui de n'importe quel véhicule plug-in hybride, si on le branche, bien évidemment, mais surtout à la portée de n'importe quel véhicule électrique, compte tenu des progrès énormes que nos constructeurs ont fait dans l'autonomie des véhicules et ainsi que dans leur recharge. Ça nous fait un lien finalement tout trouvé, ces nouvelles mobilités, en tout cas l'utilisation du véhicule électrique. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Est-ce que ça fait sens par rapport à ce que vous vivez au quotidien, Sylvie et Bastien, dans vos entreprises en termes de gestion de flotte et en termes d'appétence pour ces nouvelles mobilités? Les chiffres montrent quand même que les entreprises ont un rôle majeur à jouer, puisqu'on a quand même 21% des collaborateurs en entreprise qui roulent en électrique versus 10, si les chiffres, si je m'en souviens, versus 10 sur les personnes en général. Donc finalement, ça nous conforte peut-être dans notre rôle, Bastien et moi, qu'on a un vrai rôle à jouer pour orchestrer finalement l'électrification de nos flottes automobiles. Tout à fait. Même si dans notre cas, en fait, les flottes de véhicules ne sont pas utilisées uniquement pour faire le trajet domicile-travail. Sinon, ça serait, je pense que ton travail serait beaucoup plus simple, Sylvie, puisqu'on a quand même aussi, en ce qui nous concerne, je pense, des commerciaux qui roulent beaucoup, et donc du coup pour lequel on s'interroge il y a des débats en interne sur la faisabilité de les passer en véhicule électrique. L'éternel débat de est-ce que je suis éligible à l'électrique ou pas éligible à l'électrique au final. Mais on y reviendra un petit peu plus tard. On y reviendra tout à l'heure. Est-ce que dans cette mise en œuvre, au final, vous avez rencontré des difficultés dans la démarche que vous alliez devoir réaliser au sein de l'entreprise avec vos interlocuteurs, les DAF, les DRH, même les DG, parce qu'on voit dans l'étude IFOP que 43% de ceux qui utilisent une voiture pour se rendre au bureau, ils sont prêts à passer à l'électrique. Donc il y a une certaine emphase avec ce discours d'une mobilité plus durable. Nous, il n'y a pas je dirais, sur la volonté de le faire, il n'y a pas de difficulté, puisqu'on est tous conscients qu'il faut le faire. On a un certain nombre d'incitations et de législations qui nous poussent à le faire. Donc il n'y a pas de débat sur le fait de le faire. Après, c'est les débats en interne, c'est comment on va le faire et tous les changements que ça implique chez nous et tous les impacts que ça va avoir comme on le disait, pour les commerciaux, pour les différentes fonctions qui vont être impactées par ce changement. Donc nous, je vous disais, on a les incitations légales qui nous poussent à y aller. Je dirais qu'on a le temps parce qu'on s'est d'abord concentré sur les véhicules camions, puisqu'en fait on a comme objectif de réduire notre bilan carbone sur le scope 1 et 2 dans un premier temps. Et pour nous, les véhicules de la flotte de véhicules légers sont dans le scope 3. Donc on se concentre d'abord sur les camions, et c'est pour ça qu'on est un peu moins avancé, ou dirais beaucoup moins avancé que la Française des Jeux sur l'électrification de nos véhicules légers. Moins avancé, mais déjà lancé.
On va finaliser notre car policy véhicule électrique sur la fin d'année, j'espère, et commencer à équiper nos collaborateurs dès 2024. Et juste, je le disais à l'occasion d'une intervention sur Connexfleet, je ne sais pas si je vous ai croisé à cette occasion, mais 2035, c'est demain. Si demain, vous n'avez pas commencé à préparer votre transition vers une mobilité plus durable, vous êtes déjà en retard. Et si vous n'y arrivez pas, des loueurs comme Alphabet et d'autres intervenants sur le marché sont là pour vous aider et pour vous accompagner. Qu'en est-il à la Française des Jeux, Sylvie ? Alors nous, ça fait déjà depuis 2018 que nous avons commencé le déploiement des véhicules électriques, donc ça fait déjà 5 ans. Et c'est vrai que c'est un vrai projet d'entreprise autour duquel ont convergé quand même les volontés de tous nos directeurs finalement, directeur général, directeur de l'engagement, directeur financier, directeur des ressources humaines. Donc il y a eu... Pour notre part, il y a eu un grand consensus sur l'avantage, sur une grande volonté en tous les cas pour aller vers l'électrique, et ce depuis 2018. Alors ta question, c'était de savoir s'il y avait eu des freins peut-être ? Oui, des freins. Est-ce qu'il y a eu des freins en interne pour la mise en œuvre de cette mobilité plus durable, avec l'intégration notamment des véhicules électriques ? Alors, forcément. Alors, en 2018, donc on était quand même assez en avance de phase par rapport même à la législation, pionnier presque. Et c'est clair qu'il y a eu des freins au départ surtout de la force commerciale, parce qu'on a commencé, et c'est peut-être assez peu courant dans les entreprises, on a commencé nous par la flotte commerciale, en fait, par électrifier la flotte commerciale, parce que finalement c'est là où on allait décarboner le plus vite finalement les déplacements, puisque en moyenne nos commerciaux ils font entre 25 et 30 000 km par an. Donc on s'est attelé au sujet de la force commerciale, et là évidemment qu'il y a eu des freins. On a parlé d'autonomie insuffisante, de contraintes opérationnelles, et donc il fallait évidemment lever les freins un par un, et on en est finalement encore là pour certains collaborateurs, bien sûr. Mais c'est admis maintenant par toute la force commerciale qui passeront en électrique, et certains n'attendent même pas d'avoir mon appel ou mon mail de renouvellement pour m'appeler et pour me demander de renouveler leur véhicule en voiture électrique. Génial, parfait. Ouais. Finalement, aussi bien chez Heineken qu'à la FDJ, il y avait un certain consensus autour des équipes de direction qui vous a permis d'avancer plus rapidement. D'attaquer la face nord directement avec les équipes commerciales, c'était ambitieux, mais néanmoins, on voit que c'est une réussite. Il reste quand même des freins au passage aux véhicules électriques, et je suis sûr que dans l'audience qui est en train de nous écouter et de nous regarder, à n'en pas douter, vous avez ces freins autour de vous et des réflexions du type il n'y a pas assez d'autonomie, il n'y a pas assez de bornes. Raphaël, on en est où sur le marché là ? En fait, je vais essayer d'éteindre ces croyances erronées sur les véhicules électriques. Oui, tu l'as dit, l'autonomie, oui, le réseau de recharge. Les autonomies, il faut être dans les faits, depuis quelques années, et rapidement, on est passé de 200 km à 500 km d'autonomie. Et puis, en moyenne, et ça ne va pas s'arrêter parce que la technologie évolue. Les batteries, la composition des batteries, le temps de recharge des batteries, leur capacité. Donc, le meilleur reste à venir. On entend même des constructeurs qui parlent de 700 km d'autonomie sur certains véhicules. Donc, c'est quelque chose qui, effectivement, il faut balayer d'un revers de main. Ensuite, le réseau de bornes de recharge. Eh bien, je crois que cette année, on a cette augmentation d'installation de plus de 50%. On est à plus de 107 000 bornes sur le territoire national. Donc, concrètement... 111 000. Dernier compte de l'AVER, 111 000. Voilà. Donc, en fait, c'est tous les jours, on en a davantage. Donc, au final... Et puis, il ne faut pas oublier une chose. Tout à l'heure, on parlait effectivement de la réticence de certaines populations commerciales de dire « est-ce que je prends pas des véhicules électriques ?» Mais la bonne mécanique, enfin, en tout cas, la bonne pratique d'un véhicule électrique, c'est ma recharge, en fait, ça dure 1 minute. Je me branche, et pendant que je me branche, j'attends pas au pied de mon véhicule. C'est une pause parce que je vais dormir, je vais déjeuner, je suis au rendez-vous chez un client, une pause sur l'autoroute. Donc, en capitalisant sur les pauses, on peut très bien faire 500 km par jour en électrique, grâce aux autonomies et aux pauses. Donc, c'est plus du tout un problème.
Ouais. Et pour ceux qui pensent encore qu'il y a la queue l'été pour descendre dans le sud ou côté côte basque, Atlantique, aux bornes de recharge, mon expérience c'est que ça n'existe plus. Moi ça fait maintenant un peu plus d'un an que je roule en électrique et c'est des choses qui n'arrivent plus, même les jours de grand départ. Et les jours de grand départ, ce qui est assez génial, c'est qu'il y a la queue aux pompes, que les gens sont en train de faire le plein, que quand vous arrivez, vous pouvez brancher votre voiture, hop, vous allez prendre un café, faire un tour aux toilettes et vous repartez alors que la personne qui était arrivée juste avant vous aux pompes, elle est en train de payer à la caisse. Bah oui. Vous êtes déjà reparti et vous avez rechargé à 80% votre voiture. Et d'ailleurs, tu disais tout à l'heure que 700 km d'autonomie, c'était formidable. Est-ce que c'est bien nécessaire lorsqu'on en fait 18 par jour aller, 18 par jour retour, ou lorsqu'on fait aller pour un commercial qui va beaucoup rouler 400 km dans une journée, ça commence déjà à faire beaucoup, eh bien finalement on s'arrête plus pour satisfaire à des besoins physiologiques que pour recharger sa voiture. Ouais. Sans plus attendre, moi j'aimerais savoir avec qui vous avez dû interagir le plus au sein de la FDJ, au sein de Heineken France Boisson, pour pouvoir mettre en place ces mobilités plus durables. Qui veut commencer ? Je vais y aller. Bastien. Alors, nous, en dehors évidemment de l'équipe Fleet, avec qui on échange tous les jours, on a beaucoup échangé avec les DRH, l'équipe ressources humaines. Évidemment, avant, la gestion de la flotte, c'était simple. On disait à un collaborateur, voilà ton véhicule, voilà ta carte carburant. Et c'était rodé, on ne se posait pas de questions. Quand on a dit on va passer à l'électrique, on s'est posé beaucoup de questions, notamment sur est-ce qu'on doit équiper les collaborateurs avec des bornes à domicile. Donc nous, évidemment, côté achat et côté Fleet, on était persuadés que c'était la bonne solution, notamment pour lever un certain frein, les réticences sur l'autonomie et sur la capacité à recharger les véhicules. Et là, en échangeant avec les ressources humaines, ils nous ont dit non, on ne va pas mettre des bornes de recharge au domicile des collaborateurs. Et donc on a essayé de comprendre. Enfin, on a eu pas mal d'échanges pour comprendre ce frein et cette volonté de ne pas mettre ces bornes au domicile. Et en fait, on a compris que c'était lié au fait de se dire on va installer un équipement électrique qui appartient à l'entreprise au domicile de nos collaborateurs. Donc, clairement, ça, en termes de safety, etc., ça leur faisait peur. Donc, on a échangé avec d'autres entreprises, on a échangé avec EDF, et en fait, eux, ils nous ont dit, mais financez la borne, ne la payez pas, remboursez-la à vos collaborateurs. Et à partir de là, les équipes ressources humaines ont dit, si c'est ça, oui, ça va passer. Mais ces nouveaux usages, toutes ces questions qu'on se pose amènent en effet pas mal de débats en interne, qui fait qu'on a besoin d'échanger énormément avec l'ensemble des acteurs sur le sujet. Merci beaucoup Bastien. Sylvie, comment ça se passe à la FDJ ? Alors c'est moins animé apparemment que chez Bastien. Finalement, assez peu de débats, grand consensus sur la nécessité de déployer des véhicules électriques et donc d'accompagner les collaborateurs dans cette transition. Et par exemple, le sujet des bornes de recharge électrique, on l'a très vite finalement solutionné en équipant les collaborateurs de bornes de recharge à domicile, pour lever, là encore, un des freins majeurs, finalement, à l'adoption des véhicules électriques. Donc moi, je dirais que Française des Jeux, on a eu vraiment la direction générale était vraiment fer de lance dans le projet d'électrification. Et ensuite, c'est moi, en chef d'orchestre, qui a créé, finalement, les conditions pour accompagner les collaborateurs dans ce chemin vers l'électrique. Installation de bornes au domicile, ça soulève parfois plein de questions, plein de réactions chez les gestionnaires de parcs et dans les directions d'entreprise. Avantage en nature, pas d'avantage en nature, remboursement, tout ça. Je suis persuadé que vous avez plein de questions à poser. N'hésitez pas à les poser dans le chat qui se trouve sur la droite de votre écran. On y répondra en fin de webinaire. Et puis d'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser quelque chose en introduction. C'est bientôt Noël. Et on a un cadeau pour vous. Vous pouvez télécharger dès maintenant le guide de la mobilité du véhicule électrique dans cette salle. Et vous pouvez également le retrouver sur le site internet d'Alphabet France. Passons à la question suivante. Dans toutes ces solutions, on a beaucoup parlé de véhicules électriques, mais mobilité durable ne veut pas dire que véhicules électriques. Est-ce que vous avez mis d'autres solutions en œuvre, Bastien ? Alors, ça tombe très bien. Nous, il y a une solution qu'on est en train de déployer là aujourd'hui même, c'est le crédit mobilité. On travaille avec Betterway sur le sujet.
L'objectif de ce crédit mobilité, c'est pour nous d'apporter de la flexibilité aux collaborateurs, de plus lui dire tiens, dans ton contrat de travail, tu as un véhicule, donc voilà les clés et débrouille-toi avec. On sait que ça ne correspond pas forcément au choix de certains collaborateurs ou aux usages de certains collaborateurs, notamment les commerciaux en ce qui nous concerne de Paris intramuros. Quand on leur met un véhicule, ils ne se servent pas de leur véhicule pour aller voir leurs clients. Ils sont dans Paris, c'est compliqué, ils ne peuvent pas se déplacer, ils ne peuvent pas se garer, ils sont dans les embouteillages. Donc le plus simple pour eux, c'est les transports en commun ou les mobilités actives. Et donc, fort de ce constat, on s'est dit qu'il fallait qu'on mette en place ce crédit mobilité. Et là, pour le coup, en termes de débats et questions qu'on a pu avoir en interne, on a bénéficié du support de notre directrice financière qui venait d'une autre entreprise, qui avait déjà eu recours à cette solution et qui était convaincue que c'était la bonne solution. Et donc du coup, on a réussi à déployer ça assez rapidement. Et on espère que ça va rencontrer un succès auprès de nos collaborateurs à qui c'est présenté aujourd'hui. Oui, bien sûr. Ça, Betterway, d'ailleurs, c'est un partenaire d'Alphabet France. Solution pragmatique pour les urbains. En gros, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec encore un peu plus de 50% des urbains qui se déplaçaient en véhicule avec leur voiture personnelle pour aller au boulot. Il y en a 50 autres % qui utilisent d'autres modalités parce que hyper bien desservis dans les grandes agglos. Néanmoins, toujours des actions côté véhicule électrique. Oui, tout à fait. Pour les ruraux, pardon. Enfin, pour les ruraux, c'est pas un truc terme, mais en tout cas pour les gens qui habitent dans des régions avec une moindre densité de transport en commun. On pense que, notamment pour eux, ça sera peut-être plus simple d'installer des bornes à domicile, puisqu'ils bénéficient généralement de logements individuels, et ce qui est plus compliqué à mettre en place dans une copropriété. Ouais, c'est vrai. En tout cas, aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Ouais, les copros. Moi, je l'ai fait installer dans ma copro. J'étais le premier. C'est bien. Ouais. Sylvie. Alors nous, comme Bastien, on a mis en place le crédit mobilité. Alors ça fait aussi assez longtemps, ça fait depuis 2019 qu'on l'a mis en place, sous l'impulsion en fait de notre directeur engagement, qui était éligible à une voiture de fonction, mais qui se déplace en transport en commun. Et qui très vite a créé avec moi, on va dire, les conditions pour répondre à ce type de population finalement. Donc urbaine, et qui préfèrent d'autres solutions de mobilité douce plutôt qu'un véhicule de fonction. Et donc, dès 2019, on a mis en place un système à deux facettes, du crédit mobilité qu'on a appelé chez nous du full mobility. Je renonce à une voiture de fonction et en échange d'un budget qui me permet de me déplacer en train, en taxi, en vélo. Tout sauf en avion, puisqu'on il faut rester fidèle aux objectifs recherchés. Donc, on a évidemment exclu l'avion des moyens de transport proposés. Et un autre système qui est d'accompagner le collaborateur qui renonce à un gros véhicule au profit d'un petit véhicule électrique doublé d'un budget mobilité. Et aujourd'hui, sur nos 170 collaborateurs statutaires, on a 11% des collaborateurs qui ont choisi le crédit mobilité, full ou partiel. Donc c'est plutôt un bon chiffre et on a vraiment une ambition quand même de l'augmenter d'année en année. Donc, on voit au travers de ces deux retours d'expérience que les mobilités durables sont acceptées par les collaborateurs et même parfois sont plébiscitées par les collaborateurs puisqu'ils sont demandeurs. Le downsizing des véhicules proposés est une réalité aujourd'hui. Possibilité de passer sur un véhicule plus petit que celui qu'on avait auparavant parce que d'autres solutions sont offertes par l'entreprise. Il y a un chiffre qu'on a regardé ce matin avec Raphaël, c'est où est-ce qu'on recharge sa voiture au final? Parce que tout le monde nous dit ouais, la recharge c'est compliqué, mais bon. Exactement, et ça fait on est toujours dans ces croyances erronées sur le véhicule électrique et sur les bornes de recharge. En fait, bon an mal an, c'est entre 80 et 90% de la recharge qui est effectuée à domicile ou sur le site de l'entreprise. Intérêt aussi pour le collaborateur, c'est que sur le site de l'entreprise, en général, c'est gratuit. Donc, je me recharge l'entreprise. Et puis, il y a aussi quelque chose qu'on oublie, Laurent. C'est que quand on va faire le plein avec son véhicule thermique, on se déplace pour aller à la station-service. Donc, on se déplace vers la pompe. Avec le véhicule électrique, c'est la pompe qui se déplace chez soi. Parce qu'en fait, on a la borne de recharge chez soi, à domicile, ou sur le site de l'entreprise. D'ailleurs, à cet effet, Sylvie, vous avez installé des bornes, tu l'évoquais tout à l'heure à la FDJ, chez les collaborateurs, et vous en avez installé combien aujourd'hui? Sur les commerciaux terrain, on en a 105, c'est le chiffre de ce matin, sur une population de commerciaux d'environ 250 collaborateurs, donc ça fait un bon pourcentage.
Et chez les collaborateurs statutaires, le dispositif est un peu différent. On les invite à acheter la borne de recharge à leur domicile et ensuite à nous présenter une facture d'achat. Et FDJ contribue en fait à l'achat par leurs soins de la borne de recharge. D'accord. Donc 105 installés à ce matin pour une flotte de combien de véhicules électriques aujourd'hui ? En tout, on doit être à 170 véhicules électriques. Et ça a augmenté, hein. Ça a augmenté depuis qu'on a préparé cette J'ai l'impression aussi. Hein. Et quand, J'en avais peut-être oublié. Quand on aura terminé, ça va encore augmenter, non? Ils sont en train d'être livrés là. Dis donc, c'est impressionnant. C'est pour le webinaire. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Si on passe maintenant sur la capacité d'adhésion, de passage au VE, est-ce que vous avez noté, parce qu'on parle beaucoup des nouvelles générations qui sont nées digitales et autres, les Gen Z, les nés digitaux, les millennials, est-ce que vous avez vu une réelle différence dans les attentes de mobilité entre des collaborateurs qui sont juniors, qui viennent d'entrer dans la vie active, et des collaborateurs qui sont aujourd'hui plus seniors ? Sylvie ? Alors, pas de différence, à mon avis, perceptible en termes de génération. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, toutes les générations sont intéressées par des dispositifs de mobilité multimodale, en fait. Ensuite, dans les recrutements, je pense en effet que les candidats, désormais, attachent une importance particulière aux solutions que propose l'entreprise sur la mobilité. Ça, c'est clair. C'est clair. Et il n'est pas rare que je sois appelé en amont d'un recrutement d'un collaborateur par le correspondant RH qui me demande est-ce qu'il y a bien des solutions autres que la voiture à proposer, parce que là, je suis interrogé par un candidat. Donc, effectivement, c'est une tendance qu'on voit sur le marché, en fait. Ouais, merci Sylvie. Bastien, chez toi, je crois que c'est un tout petit peu différent. Oui, en ce qui nous concerne, du fait de la couverture géographique d'Heineken et particulièrement de France Boisson, on est présent sur l'ensemble du territoire national. C'est pas tant une problématique d'âge, de génération, qu'une problématique d'implantation géographique. Et il est évident que pour nous, le crédit mobilité va plutôt concerner des collaborateurs qui ont leur activité et qui habitent dans un milieu ultra-urbain, typiquement la région parisienne, alors que les collaborateurs qui habitent en région et qui, notamment, où les bureaux nous-mêmes sont hors des grandes agglomérations, eux vont pas être intéressés et même pas du tout, en ce qui nous concerne, pas du tout éligibles au crédit mobilité. Sur l'électrification des véhicules, là, je pense que tout le monde est conscient et tout le monde a cette volonté de passer en électrique. Après, il faut encore lever les freins qu'on peut rencontrer sur la recharge, l'autonomie, etc. Mais globalement, je ne pense pas que, vu la qualité des véhicules électriques qui sont proposés aujourd'hui, je pense que quand on aura fait tester, que les gens auront pris l'habitude, ils n'auront pas envie de revenir en arrière. Et c'est déjà le cas sur nos chauffeurs camions qui sont passés à l'électrique. Ouais. Ils sont extrêmement satisfaits de leur véhicule et je pense qu'au demain, on leur propose de passer sur un bon gros camion diesel. Ils n'auront pas envie parce qu'en termes de confort de conduite et de travail, du coup, ils y gagnent énormément sur l'électrique. Ouais. Je pense que c'est important d'ailleurs. Vas-y. Je pense que c'est important ce que dit Bastien sur de faire tester les collaborateurs en fait. C'est vrai que nous, on avait commencé à déployer des véhicules de service électriques. Et quand... partagés, tu veux dire Non, des véhicules de service qui étaient affectés aux collaborateurs, mais qui ne pouvaient pas utiliser pour leurs besoins personnels. Okay. Et en 2022, dans le cadre de notre transformation commerciale, on a accédé finalement à une demande des commerciaux terrain de passer en véhicule de fonction. 100% des collaborateurs qui étaient en véhicule de service électrique sont passés en véhicule de fonction électrique. Et je pense que c'est assez rare de voir un collaborateur qui roule à l'électrique se diriger ensuite, si on lui laisse encore le choix, vers une énergie thermique, hybride ou autre. Ouais. La question, Raphaël, c'est est-ce que c'est une lame de fond? Est-ce que c'est juste générationnel? Est-ce que c'est un épiphénomène lié à l'entreprise? Je vais un peu casser l'ambiance. Je pense qu'il faut la prise de conscience doit être collective. Et vous allez voir que tout le monde s'y retrouve. D'abord, il y a effectivement, on l'a dit, je pense qu'il n'y a pas de conflit de génération. Pourquoi? Parce que d'abord, d'un côté, il y a des aides. Les aides, c'est la technologie, l'offre, qui de maintenant est de plus en plus large, les autonomies, de ça on en a parlé tout à l'heure, tu en parlais aussi Bastien, toujours. Mais également, il ne faut pas oublier qu'il y a une contrainte aussi, c'est la fiscalité. Donc rouler en thermique, ça va être de plus en plus compliqué.
On le verra encore tout à l'heure. Ça va être mieux. Donc concrètement, enfin, l'un dans l'autre, ça va aider en tout cas. Donc c'est un peu forcer le trait. Et je pense que tout le monde peut s'y retrouver. Pourquoi ? Parce que ceux qui ont une conscience écologique pure vont se retrouver dans le zéro émission, dans le silence de fonctionnement d'un véhicule. Ah oui, ça, c'est sûr. Et ceux qui aiment toujours la voiture, qui aiment toujours les performances, qui aiment le luxe, vont aussi se retrouver dans le véhicule électrique. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas oublier que le luxe, on parle des véhicules très luxueux en électrique, ce n'est pas des véhicules bas de gamme, on trouve de toutes les gammes, mais aussi on a surtout ce qu'on appelle le couple moteur, en fait la puissance, la force de traction, qui est bien souvent supérieure à des véhicules thermiques et qui permettent de se faire plaisir à basse vitesse. Ouais, c'est vrai. Merci beaucoup Raphaël pour ces précisions. Dans l'étude IFOP, j'y reviens parce que ça fait un lien vraiment assez intéressant, je trouve. Il y a 73% des Français qui affirment que les conditions de déplacement pour effectuer leur trajet domicile-travail pèsent d'une manière positive ou négative en fonction de ce qu'ils vivent au quotidien sur leur morale et sur la manière dont ils vont aller au travail. Et ça devient un choix aussi pour ses collaborateurs que d'intégrer une entreprise plutôt qu'une autre en fonction des solutions de mobilité qui sont apportées. Est-ce que vous y voyez, en tant que spécialiste de ce sujet-là, un effet positif pour la marque employeur que de mettre en place ces nouvelles mobilités ? Sylvie, peut-être. Clairement. Comme je le disais tout à l'heure, je pense que maintenant les candidats sont de plus en plus sensibilisés en fait aux actions des entreprises en matière de responsabilité en fait. Et donc ça peut devenir un critère de choix entre deux entreprises, à mon avis. Donc oui, clairement très important pour la marque employeur que de communiquer, que de développer ces modes de déplacement plus vertueux en véhicule électrique ou en dispositif crédit mobilité. Ça, c'est clair. Pareil pour toi, Bastien ? Oui, également. Je pense que nous, notamment sur le crédit mobilité, ce qu'on a voulu mettre en place, c'est d'offrir le choix aux collaborateurs, d'avoir de la flexibilité et de plus juste lui dire ton contrat de travail, c'est un véhicule, voilà un véhicule, que tu en aies l'usage ou que tu n'en aies pas l'usage, et que voilà, avec toutes les contraintes que ça peut générer chez un collaborateur qui habite en milieu urbain, qui n'a pas de parking, etc. Donc le crédit mobilité, pour nous, c'est vraiment, voilà, vous avez le choix. Et du coup, ça participe de l'attractivité de la marque employeur. De manière générale, on sait toujours à peu près qui doit gérer le parc automobile. Il n'y a plus vraiment de discussion autour de ça. Mais ces nouvelles mobilités, et plus particulièrement le crédit mobilité, qui gère ça maintenant au sein de vos entreprises ? Bastien, c'est qui chez toi ? Alors, pour le coup, il y a eu débat en interne sur qui devait gérer le crédit mobilité entre l'équipe Fleet et l'équipe RH. L'équipe Fleet avait tendance à dire c'est comme une carte restaurant, donc l'équipe Facility Management ne gère pas la carte restaurant, donc pourquoi on devrait gérer le crédit mobilité ? Et l'équipe RH disait non, ça concerne la mobilité, donc ça concerne les véhicules, et puis d'ailleurs ça va vous amener moins de travail puisque vous allez réduire la flotte, avoir moins de véhicules à gérer, donc c'est chez vous. Finalement ça a été tranché, ce sera à l'équipe Fleet qui va le gérer, et je pense qu'encore une fois, en termes de satisfaction des collaborateurs, pouvoir offrir du choix aux collaborateurs, ça va être mieux pour l'équipe Fleet de pouvoir proposer ce type de service. Ouais. La situation chez toi, Sylvie, c'était comment ? Alors nous, il n'y a pas eu de débat du tout. Non, ça c'est clair. Non, il n'y a pas eu de débat du tout. Et de toute façon, c'est un dispositif que j'avais à cœur de développer aussi. Donc c'est des sujets qui m'intéressent. Donc il n'y a pas eu de débat. Ça fait partie de la mobilité de façon large. Donc c'était moi, évidemment, qui allait orchestrer et mettre en place ce dispositif. Ouais. On se pose tous la question de savoir est-ce qu'aujourd'hui on va réussir à implémenter une mobilité plus durable au sein des entreprises. Quels sont selon vous les vecteurs qui ont fait que ces mises en place de nouvelles solutions de mobilité se sont accélérées et ont été plus facilement adoptées par vos collaborateurs ? Sylvie, peut-être ? Alors je reviens dessus parce que je le dis depuis le début du webinaire, mais je pense que l'accompagnement est hyper important. Je pense qu'avant tout, il faut expliquer aussi aux collaborateurs pourquoi on met en place des véhicules électriques. Et ça, je pense que c'est crucial de détailler, de partager avec les collaborateurs l'objectif recherché par l'entreprise de diminuer ses émissions de CO2. Ça, c'est peut-être la première chose, c'est vraiment expliquer et mettre finalement le collaborateur au cœur finalement des objectifs recherchés par l'entreprise. Ça, je pense que c'est super important.
Après, l'accompagnement, il peut également avoir comme forme le prêt d'un véhicule électrique pour que le collaborateur essaye et en finisse peut-être avec des a priori. Chez nous, on a mené beaucoup de réunions dans les agences commerciales pour expliquer aussi la démarche, des réunions Teams qu'on n'a pas imposées. Les collaborateurs venaient se connecter ou pas. Et ensuite, ça a fait très vite boule de neige au sein des agences commerciales où lorsqu'un collaborateur, 2 collaborateurs roulaient en électrique, ces petits collègues qui montaient dans le véhicule, on trouvait ça plutôt sympa. Ouais. Boîte automatique, forcément, parce que c'est une voiture électrique. Le silence aussi. Et ça a fait vraiment, il y a eu un effet très positif finalement qui s'est presque déployé. Ça s'est un peu déployé tout seul. Génial. Pas tout seul, peut-être pas quand même. Avec un peu d'accompagnement. Voilà, exactement. Exactement. Bastien ? Eh bien, moi, je trouve le retour d'expérience de Sylvie très intéressant parce que, comme je l'ai évoqué, on n'a pas encore initié l'électrification de la flotte. On va le faire sur cette fin d'année et l'année prochaine. Et par contre, en effet, il y a encore chez nous des freins à lever, des perceptions, enfin des choses à lever sur l'autonomie, sur le temps de charge, etc. Donc, tout ça, c'est des fausses perceptions pour nous qu'il faut qu'on arrive à lever. Je pense que ce que tu as mis en place a permis, en effet, au vu des résultats obtenus, de convaincre les collaborateurs concernés. Donc j'espère qu'on arrivera à faire aussi bien que toi. Eh bien, je n'en doute pas. Dans la mise en place de ces mobilités durables, il y a toujours une question qui revient auprès de nos interlocuteurs, nous, Loire Longue Durée, fournisseurs de mobilité, c'est comment on fait pour implémenter une mobilité plus durable, en commençant souvent par le véhicule électrique, compte tenu des obligations que vous avez pour l'année 2024, pour l'année à venir. Vous avez pu voir avec le retour d'expérience de Bastien et de Sylvie que c'était tout à fait possible, mais nous, on a essayé de structurer une démarche en 6 points, et Raphaël va pouvoir nous la détailler pour vous aider et vous accompagner. Oui, merci Laurent. Et en même temps, ça me permet de me tourner vers toi, Bastien, parce qu'on a les réponses. Tu parlais effectivement des fois des doutes sur les capacités, les autonomies. J'ai bien aimé aussi, Sylvie, tu as parlé de mettre le collaborateur au centre un peu de la stratégie en lui expliquant qu'il était vecteur même de cette stratégie. J'aime bien. C'est cette prise de conscience, c'est le premier point, Laurent, c'est de dire la prise de conscience. Alors, je rabâche, je sais, mais le train est parti, il va falloir vraiment... Là, il faut plus laisser passer. Il faut sauter dedans. Il faut sauter dedans parce que l'année prochaine, ce sera trop tard. Donc, encore une fois, désolé de casser un peu l'ambiance, mais il faut y aller. Il ne faut plus repousser l'échéance. Et effectivement, tu disais, oui, on peut avoir des interrogations. Première étape, il faut sonder les collaborateurs. En sondant, en questionnant les collaborateurs, leurs habitudes de déplacement, savoir s'ils ont des bornes à proximité, on a parfois de bonnes surprises. Il y a des collaborateurs qui finalement ne roulent pas tant que ça et ont peut-être un réseau de bornes pas loin de chez eux. Après, il faut croiser ça avec l'analyse de parc. C'est concrètement, j'ai questionné les collaborateurs. Le loueur, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il a ses états de parc. Il va pouvoir voir globalement quelles sont les habitudes dans les faits, dans les chiffres. Et en général, on trouve 3 populations. Des gens qui font moins de 50 km par jour, moins de 150 et plus de 150, peu ou prou. Et bien après, effectivement, il faut envisager, faire des essais. On parlait d'essais, c'est une bonne idée. Et puis mettre en place la fameuse car policy, la politique d'attribution de véhicules. Mais on associe, Laurent, ce qui est très important, et je me tourne aussi vers vous, Bastien et Sylvie, des prestations complémentaires, notamment la carte multi-énergie qui permet effectivement de se recharger sur les bornes du réseau, avec en plus l'interopérabilité, c'est que je peux, avec une carte d'un pétrolier, aller me charger chez un autre, il n'y a pas de problème, ou sous le réseau public. Fournisseur d'énergie. Merci. On dit plus pétrolier. Exactement. Oh là là, oui, qu'est-ce que j'ai pas dit. Mon Dieu, ça on peut pas le couper, c'est trop tard. C'est fait. Une carte aussi, parfois, de véhicule thermique à la demande pour les collaborateurs qui seraient encore frileux. Ça peut les rassurer d'avoir, pour les vacances, un véhicule thermique à la demande. On n'oublie pas les bornes de recharge, bien entendu, à domicile ou en entreprise. Et moi, ma marotte, ce que j'aime bien, c'est l'éco-conduite. Parce qu'on ne conduit pas un véhicule électrique comme on conduit un véhicule thermique. N'oublions pas, on parlera tout à l'heure de TCO. On arrive à faire de meilleures autonomies et optimiser le TCO avec une meilleure conduite. Bien sûr. Éco-conduite et sécurité routière. Exactement. Je vous rappelle que la règle, c'est de s'arrêter toutes les 2 heures sur les longs trajets. Et au bout de 2 heures, vous avez parcouru 200, 220 km si vous avez eu un peu le pied lourd. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Vous arrêtez et là, si vous avez une voiture électrique, vous vous branchez, vous rechargez. Hyper important, la sécurité routière, s'arrêter toutes les 2 heures, ça peut
engendrer un effet particulièrement positif sur vos flottes, à savoir la baisse de votre sinistralité, la baisse des accidents. Et je vous rappelle que vous êtes, en tant qu'entreprise, responsable de ces accidents dans le cadre du trajet domicile-travail, mais aussi dans le cadre de l'activité de vos collaborateurs. Donc, ayez ça bien en tête. Comment est-ce que vous avez géré la problématique des coûts? Parce qu'on sait que le changement, globalement, ça induit toujours un coût de mise en œuvre, en bon gestionnaire que vous êtes, vous faites la chasse aux coûts et qu'il n'est pas possible de voir le coût de la mobilité augmenter en entreprise. Est-ce que c'est toujours vrai sur le sujet des politiques de mobilité plus durables, Sylvie? Alors nous, on a commencé, comme je vous le disais, assez tôt. Donc en 2018, on a fait des études assez poussées de comparatif de coûts entre un ancien véhicule thermique et son équivalent véhicule de service électrique. À l'époque, on était quasi ISO, avec un petit coût supplémentaire pour le véhicule électrique, et on a pris vraiment en compte pas mal de paramètres, y compris la gratuité des stationnements des véhicules électriques à Paris, puisqu'on a fait l'étude sur un pilote sur notre agence de Colombes, des commerciaux qui se déplacent sur Paris. Donc on a vraiment valorisé tous les coûts. Donc voilà, donc on était quasi ISO, quasi. Ensuite, on a quand même pensé assez vite qu'on était prêt à accepter un coût supplémentaire en mettant en place des véhicules électriques peut-être un peu plus haut de gamme pour la population sédentaire, tout en maîtrisant quand même bien le budget. Et peut-être même de mieux en mieux au fur et à mesure des années, parce que de toute façon, le prix du carburant allant augmentant, on était plutôt sur un coût total. On est sur un coût total plutôt en faveur maintenant de l'électrique, en fait. Ah oui. Après, juste sur la flotte des commerciaux terrains, c'était assez difficile pour nous de faire l'étude parce qu'en fait, la mise en place de véhicules électriques de fonction, c'est nouveau. En fait, on a décidé de passer les commerciaux en véhicules de fonction l'année dernière. Et donc, on est passé de véhicules de service à des véhicules de fonction plus haut de gamme. Donc, on a accepté aussi un coût de transformation commerciale. Donc, le calcul réel est un peu compliqué c'est assez compliqué, en fait. On l'a valorisé, évidemment, mais la transformation commerciale s'est assortie d'un coût supplémentaire. Donc ça a accéléré. Pas forcément lié à l'électrique, mais au changement de fiscalité aussi entre un 2 places et un 5 places. Voilà. Mais ça a accéléré finalement cette adhésion à cette nécessaire transformation. Ouais. En fait, ça a été une opportunité pour nous d'accélérer l'électrification de la flotte auto. Parce qu'en fait, notre politique voiture, elle est basée sur 2 véhicules. Un véhicule segment inférieur en thermique hybride et un véhicule de catégorie supérieure en électrique. Et c'est aussi ce qu'on a voulu, ce qu'on a cherché, c'est que le collaborateur s'interroge finalement sur la compatibilité de ses déplacements avec un véhicule électrique. Et il y a peut-être été obligé. Il était obligé de s'interroger. Et ça a clairement engendré une part importante de véhicules électriques sur des segments supérieurs. En fait. Bastien, pour toi, plus cher ou moins cher le véhicule électrique? On est en plein dedans, là. On est en pleine analyse, surtout. Moi, en tant qu'acheteur, on a fait travailler les chiffres dans tous les sens. A priori, nous, nos études TCO font ressortir que le véhicule électrique serait moins cher. Après, c'est basé sur beaucoup d'hypothèses qui restent à confirmer. Notamment, on est parti sur l'hypothèse que on équiperait les collaborateurs qui ont des véhicules électriques avec des bornes de recharge à domicile et qu'ils feraient 80% des recharges à domicile et que donc ils bénéficieraient d'un tarif d'électricité moins cher que celui qu'on paye aujourd'hui sur nos sites du fait du bouclier tarifaire. On a une réflexion sur le fait de forfaitiser le remboursement justement de cette consommation d'électricité à domicile liée à la recharge du véhicule, de façon à inciter à faire de l'éco-conduite. Puisque, comme tu le disais, s'il n'y a pas d'éco-conduite, a priori, la consommation électrique va beaucoup augmenter sur les véhicules. En tout cas, l'autonomie va en pâtir. Donc voilà, nous, a priori, ça semble être moins cher. Ça reste à confirmer. En tout cas, c'est comme ça qu'on va le présenter. En tout cas, c'est ce que les chiffres nous disent aujourd'hui. Merci beaucoup. Pardon, excusez-moi.
Raphaël, analyse TCO, ça donne quoi? Je sais que tu es un grand spécialiste, tu as même créé un outil pour ça qui est à disposition de... STCO, exactement. STCO. Exactement. En fait, une chose est sûre, c'est que les véhicules thermiques, le TCO, il va aller de mal en pis avec la fiscalité. On verra, on en parlera, je ne veux pas déflorer le sujet de 2024, mais on parlera que potentiellement tous les véhicules électriques n'auront pas de bonus l'année prochaine, surtout ceux qui viennent de très loin, mais en tout cas, ils n'ont pas de malus. Et donc, concrètement, en fait, aujourd'hui, si une entreprise, voyons un plan à 3 ans pour une entreprise aujourd'hui a des véhicules thermiques, eh bien forcément, cette fiscalité va se durcir, donc le TCO c'est plus douloureux. Mais si progressivement et rapidement l'entreprise passe à l'électrique, eh bien, globalement, cette part d'électrique va venir, en fait, compenser la partie thermique qui, elle, va augmenter. Et moins il y aura de thermique, bien entendu, l'impact fiscalité sera plus élevé sur ces véhicules thermiques, mais sera largement compensé par le fait qu'il n'y a pas de malus sur les véhicules électriques. Il ne faut pas aussi oublier une chose, parce qu'on parle de TCO, on parle de coût, mais il y a aussi un coût un peu caché, c'est l'image de l'entreprise. C'est qu'une entreprise, on en parlait tout à l'heure, je crois, je ne sais plus si c'est toi, Sylvie, ou toi, Bastien, mais une entreprise qui effectivement a des véhicules électriques, eh bien, elle véhicule, c'est le cas de le dire, une bonne image aussi à l'extérieur. Donc ça, c'est des coûts cachés, en tout cas, des gains cachés, qu'il ne faut pas oublier. Ouais. À l'heure où la RSE fait partie des piliers des stratégies d'entreprise, la mobilité durable n'est plus une question à se poser, mais il faut rentrer dans l'action pour pouvoir avancer sur ce sujet et garantir une image correcte de son entreprise et un développement plus durable. Petite remarque, il y a une chose qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est que la nature a horreur du vide. Et en matière fiscale, c'est exactement la même chose. Si vous voulez bénéficier des avantages du véhicule électrique, c'est maintenant. Parce que demain, quand il n'y aura plus de véhicules thermiques, les véhicules électriques seront à nouveau taxés, de la même manière que nos véhicules thermiques ont été taxés de par le passé. Donc, si vous voulez bénéficier à plein des avantages fiscaux qui auront encore le droit de citer au titre de l'année 2024, c'est maintenant qu'il faut s'y mettre et c'est maintenant qu'il faut redéfinir votre politique de mobilité au sein de l'entreprise. Dans l'étude TCO, je retiens le parking gratuit que je n'ai pas pris en compte, donc il va falloir que je refasse travailler mes chiffres. Encore un nouvel avantage. C'est parfait. On va se permettre d'accélérer un tout petit peu parce qu'on a un petit peu dépassé et on a beaucoup de questions. Je ne sais pas si on aura l'opportunité de répondre à toutes vos questions, mais en tout cas, on va essayer d'y répondre en direct. Et si ce n'est pas le cas, on y répondra par la suite au travers d'un email ou d'un contact téléphonique directement avec vous, si vous avez la gentillesse de nous laisser vos coordonnées. La responsabilité de la gestion de flotte, aujourd'hui, on voit qu'elle évolue puisque le spectre est plus large. C'est plus juste gérer des voitures, une carte carburant, c'est gérer de l'énergie, gérer des véhicules électriques et des mobilités qui sont différentes. Ça veut dire que le métier a profondément évolué. Il y a une vraie mutation de ce métier, Sylvie ? Je pense qu'on ne peut même plus parler de responsable de flotte auto. Je pense que notre rôle évolue vers la responsabilité de la mobilité, en fait. Ça, c'est évident, puisque quand on gère un collaborateur qui a décliné sa voiture de fonction, on n'est plus dans la gestion d'un parc automobile, mais bel et bien dans la gestion de la mobilité durable de ce collaborateur-là. Oui, tout à fait. Tu es d'accord, Bastien ? Tout à fait en phase, ouais, tout à fait en phase. Moi, quand j'ai commencé à prendre le sujet flotte auto il y a 4 ans, j'avais regardé quelles étaient les tendances et on parlait de mobility as a service. Et aujourd'hui, ça devient une réalité, notamment par la mise en place chez nous du crédit mobilité. Merci à tous les deux. Merci également à Raphaël pour votre retour d'expérience. Si vous n'aviez que 3 choses à retenir de ce webinaire, c'est les 3 choses suivantes. La première, c'est aligner. Mettez tout le monde autour de la table. Toute personne qui touche de près ou de loin à la mobilité doit être autour de la table pour engager la transformation vers une mobilité plus durable. Vous devez identifier vos leaders d'opinion, vous devez identifier les coûts cachés, vous devez identifier quels sont les leviers pour le changement et pour vous diriger vers une mobilité plus durable. L'alignement, le préalignement, l'alignement comme une réelle nécessité dans les opérations de transformation. Et la mobilité durable est une transformation profonde des habitudes de vos collaborateurs et des habitudes au sein de vos entreprises. Le deuxième point, c'est accompagner. Si vous accompagnez l'ensemble de vos collaborateurs dans l'adoption de ces nouvelles mobilités,
Ça peut passer par des essais de véhicules électriques, ça peut passer par des tests sur des cartes de crédit mobilité. N'hésitez pas à les faire tester, vous allez voir, vous allez obtenir une adhésion sans commune mesure et ça va être un effet de boule de neige, comme tu l'évoquais tout à l'heure, Sylvie, qui va vous aider à mettre en œuvre cette transformation aujourd'hui nécessaire et à mettre en place dès demain, je vous l'assure. La dernière chose à retenir, c'est communiquer. Communiquer sur comment est-ce que ça fonctionne, communiquer sur les succès que vous avez eus dans la mise en œuvre de cette nouvelle mobilité plus durable au sein de vos entreprises. Communiquer, 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 communiquer. Pourquoi ? Parce que comme je le dis toujours, parce que j'ai un petit garçon de 10 ans, l'éducation c'est la répétition et plus vous allez communiquer, plus vous allez, entre guillemets, éduquer vos collaborateurs à avoir de bonnes pratiques avec ces véhicules. On va bientôt passer aux questions juste après. Petit point de détail, je vous le rappelle, je vous ai promis un cadeau de Noël au pied de votre sapin qui soit décoré de boules de Noël ou de mini cucurbitacées. Je vous en prie, allez télécharger directement le guide sur le véhicule électrique que vous trouverez dans cet espace ou sur notre site internet alphabet.fr. Je passe maintenant aux questions. Si je peux y répondre, j'y réponds. Si je ne peux pas y répondre, vous vous débrouillez avec les questions. Non, je plaisante. Alors, exactement. Première question, 500 km théorique. Dans le réel, on parle de combien? Une perte de 30% entre le théorique et le réel est-elle une réalité? Alors, les cycles WLTP, ce sont des cycles qui sont parfaitement normés et qui sont optimisés par les constructeurs pour réaliser un maximum de kilomètres. Si vous faites 500 km sans vous arrêter, c'est que vous n'avez pas respecté la règle des 2 heures de conduite et de vous arrêter pour recharger la voiture. Donc, avoir plus de 250 km d'autonomie, quelque part c'est un luxe parce que de toute manière vous serez obligé de vous arrêter pour arriver frais et dispo à votre lieu de destination. Et je vous assure que s'arrêter ça fait du bien et puis ça permet de vous réveiller et de continuer votre trajet. Installation de bornes à domicile n'est pas possible pour des salariés volatiles. Beaucoup de turnover chez nous. Investir sur un salarié qui part l'année d'après est impossible. Alors ça, c'est plus une vérité qu'autre chose. Est-ce que c'est des cas que vous retrouvez chez Française des Jeux? Non. Non. Oh non, enfin, on a envisagé cette possibilité. En fait, on a dit qu'on réglerait ça dans le solde de tout compte en mettant une règle assez claire en disant si on vous finance la borne, si vous restez tant d'années à hauteur de tant de pourcents, et si vous quittez au bout de 6 mois après l'installation de la borne, dans votre solde de tout compte, on retiendra une partie du coût de la borne. Je ne sais pas, Sylvie, comment c'est géré chez toi? Sur les bornes, nous, on les finance avec des contrats de location, et dans le contrat, on a la possibilité de démonter la borne dès le départ d'un collaborateur. Après, on a quand même très peu de turnover au niveau de notre force commerciale. En tous les cas, celles qui ont opté pour une voiture électrique, je ne sais pas s'il y a un rapport. Mais on a déjà eu à procéder à des enlèvements de bornes pour les réinstaller ailleurs. Et de toute façon, la mobilité durable, la mise en œuvre d'une car policy électrifiée et la pose de bornes au domicile des collaborateurs ne fait que renforcer la marque employeur, ce qui vous permettra de garder vos collaborateurs plus longtemps. C'est un des effets positifs de la mise en œuvre de ce genre de solution. Question suivante. Une fois une borne installée au domicile, tout va bien. Comment gérez-vous les changements de borne quand un collaborateur change de modèle quand le collaborateur change de modèle une fois le véhicule doit être rendu? Alors la question n'est peut-être pas correctement formulée. Oui, je vais essayer de la reformuler. Qu'est-ce qui se passe quand il change de voiture et que le véhicule est rendu? Non, en fait, c'est par rapport à la puissance de la borne, de la compatibilité de la borne, non, peut-être, si je comprends bien. Alors, il n'y a c'est pas un sujet de droit là-dessus, parce que même s'il change de voiture, il peut continuer à utiliser sa borne. Absolument. Et je vous rappelle qu'un véhicule qui va accepter une charge de 3,2 kg ou même de 7,4 avec une borne à domicile, donc plutôt faible puissance, vous rentrez, vous la branchez, vous la reprenez le lendemain matin, elle est chargée à 100%. Et d'ailleurs, je ne vous recommande absolument pas de charger votre véhicule électrique à 100%, sauf pour parcourir un grand trajet le lendemain. Chargé à 80%, c'est amplement suffisant. Crédit mobilité partiel, vous proposez quoi aux salariés très concrètement? Alors ça, c'est peut-être plus pour moi. Quoique, alors en partiel, nous, on n'a pas fait le choix à ce stade de le mettre en place, mais c'est une évolution future peut-être. Okay. Alors nous, on l'a mis en place, en effet. Concrètement, on propose un petit véhicule électrique type, on va dire une i208, une Mini électrique, une Fiat 500 électrique, qui a donc un TCO
Et on a un TCO max finalement alloué aux collaborateurs et par différence, ça dégage un budget au titre de sa mobilité sur d'autres moyens qui sont le train pour le collaborateur et sa famille également, le ferry, on ne sait jamais, la location de vélo et des taxis, des taxis. Et voilà. Après, on peut rentrer dans les modalités, mais c'est peut-être pas le... Alors ça, pour les modalités et pour les règles URSSAF, appelez l'URSSAF, ils sont plutôt sympas en général sur ces sujets-là. Pas 3 heures. Et ils pourront vous accompagner. Au-delà des bornes, est-ce que vous avez réfléchi à l'installation de câbles connectés et quid de la refacturation si vous l'avez fait? Alors, les prix des bornes connectées, j'imagine. Non, des câbles connectés. Câbles connectés, ça existe. Je ne suis pas au courant. Non. Et chez toi, Sylvie, non plus. Alors, effectivement, c'est des solutions de recharge qui existent à brancher sur une prise renforcée. Il y a aussi des prises renforcées connectées directement qui peuvent s'installer. Ça peut être effectivement une solution. Et pour être très franc, c'est pas des solutions qui ont été retenues aujourd'hui par les clients qui ont mis en œuvre des cars policiers électrifiés. Néanmoins, c'est peut-être quelque chose à explorer. Quelle carte de recharge mettez-vous à disposition de vos conducteurs, Bastien? Alors, on réfléchit encore une fois, c'est pas encore en place, mais on aura soit la carte multi-énergie totale, soit la carte EasyVia. Ouais. Aujourd'hui, je pense qu'on se posera la question de lancer un appel d'offres, de faire une mise en concurrence quand on aura une flotte de véhicules suffisamment importante. Aujourd'hui, on fonctionne avec les acteurs soit qui nous accompagnent dans le déploiement des bornes, soit qui sont aujourd'hui notre fournisseur de carburant. On fera une mise en concurrence plus tard. Et n'oublie pas l'interopérabilité. Avec cette carte-là, tu pourras être chargé n'importe où dans le réseau, partout. Je pense qu'on regardera quand on aura du retour d'expérience et de l'usage et des difficultés rencontrées par les collaborateurs. Sylvie, c'est quoi chez vous? Sur la flotte commerciale, donc les itinérants, on a mis en place 2 cartes, ChargeMap et Total Multi-Énergie. Et il couvre, je crois qu'il couvre 100% du réseau, en fait. 100% du réseau, sauf les bornes qui n'ont pas été déclarées par le fournisseur d'énergie qui aura mis en place cette borne. Néanmoins, il a l'obligation, puisque interopérabilité obligatoire. Frédéric nous pose la question suivante. Concernant le remboursement de la borne à domicile, avez-vous un contrat cadre avec un installateur ou le choix reste à la discrétion du collaborateur? Je vais répondre. Oui, on a mis en place un contrat cadre avec Easy by EDF, puisque EasyVia nous accompagne aussi sur le déploiement des bornes sur nos sites. Et donc, après, le collaborateur aura la possibilité de ne pas choisir de la borne Easy, mais il y sera très fortement incité. Et voilà. Okay. Une nouvelle question de Nicolas. Dans le crédit mobilité, peut-il y avoir une augmentation de salaire ? C'est des règles URSSAF. Crédit mobilité, peut-il y avoir? Alors, peut-être que la question, si je peux me permettre de la reformuler, est-ce que le crédit mobilité induit une augmentation de salaire? C'est pas, nous, là, on ne l'envisage pas comme une rémunération complémentaire du collaborateur. C'est un crédit mobilité. L'argent ne lui est pas versé directement sur son compte. En tout cas, avec la solution Betterway, il bénéficie d'une solution de paiement qui est alimentée sur un compte à part, qui est géré, un compte qui appartient à Heineken. Et à aucun moment, le collaborateur ne touche cet argent directement. C'est ça. Donc, c'est pas un complément de salaire. C'est pas un complément de salaire et c'est pas comme ça qu'on va le déclarer. Voilà. C'est un avantage en nature pour nous. Une nouvelle question de Nicolas. Vos flottes peuvent-elles se recharger en itinérance avec des partenariats avec des partenaires de bornes électriques? Alors, en itinérance, normalement, il n'y a pas de problème, puisque vous avez des cartes qui sont attribuées. Donc, peu importe, avec toujours un tarif préférentiel dans le réseau auquel est adossée la carte, il faut bien l'avoir en tête. Sinon, c'est le prix public qui figure sur les bornes ou sur les écrans des bornes qui sera facturé en fonction de la puissance de recharge et du temps. Et faites attention parce qu'il y a encore une certaine opacité sur les coûts de recharge, plus particulièrement dans les grandes agglomérations, puisque dans les grandes agglomérations, le législateur essaye au maximum d'éviter les voitures ventouses qui resterait à se charger pendant des heures et des heures et qui ne libérerait pas l'espace public. Donc soyez vigilants sur cette partie-là. Dernière question, dernière question, parce que nous arrivons au terme de ce webinaire, de ce live Alphabet. Quels sont les coûts mensuels en moyenne pour un rechargement de véhicules électriques? Alors ça dépend
ça dépasse, comme on dirait. Ça dépend si vos collaborateurs se rechargent majoritairement à leur domicile ou s'ils se rechargent sur sur un réseau de bornes sur le domaine public. C'est toujours moins cher de se recharger à la maison et d'avoir des notes de débours de vos collaborateurs pour qu'ils soient remboursés sur la partie de frais professionnels et plus cher sur le réseau en itinérance avec des puissances de charge qui peuvent aujourd'hui aller jusqu'à 300 kW. Je tiens à vous remercier d'avoir assisté à ce dernier webinaire, à ce dernier live Alphabet de l'année 2023, bientôt 2024. Je vous souhaite une bonne fin d'année. Merci beaucoup Raphaël, merci Sylvie, merci Bastien. Encore une fois, une bonne fin d'année, de très bonnes fêtes en famille et avec vos proches. Et n'oubliez pas qu'au pied du sapin, vous avez le guide du véhicule électrique à télécharger. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci, au revoir. Thank you.